Bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver dans Eleven Corner. Qui va décrocher le dernier ticket pour les Champions Playoffs? Qui sera présent dans les Europe Playoffs? On va vous expliquer tout ça évidemment. On va faire le point également avec le défenseur du Standard, Ugo Siquet, qui sera avec nous ce soir. Et puis, comment ne rien rater de la dernière journée de championnat? Eh bien, on va tout vous expliquer ici en studio avec Patrick Stein. Bienvenue dans Eleven Corner. On sent l'excitation monter évidemment. 34e journée de championnat et toujours autant de suspense. Salut Pat. Bonsoir Jérémy. On est gâtés en fait cette saison, une saison de folie et on va devoir attendre jusqu'à son terme finalement pour savoir qui va aller décrocher les derniers tickets. Et surtout, nous ce qui nous intéresse maintenant Pat, c'est que vous nous expliquiez un petit peu comment faire pour ne rien rater de cette dernière journée. Eh bien voilà, comme d'habitude sur Eleven Pro League, on a pensé aux fans, on s'est dit quelle est la meilleure manière qu'aucun fan de aucune équipe ne rate son équipe, le résultat, le match auquel il est le plus attentif. Et donc pour ça, on a mis plusieurs formules en place. En télé, on a 3 chaînes ouvertes, un peu plus selon les opérateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et donc sur nos 3 chaînes Eleven principales en télé, il y aura un box-to-box spécial qui fera un tour des stades tout au long de la soirée. On partira de stade en stade. But là-bas, but là-bas. On va tout vous montrer. Donc voilà, tous les buts seront visibles dans ce box-to-box avec un match principal fil rouge qui pourra changer aussi. Tiens, voilà, on va commencer, je peux déjà le dire, côté francophone, du côté de Bruges ou Moucron. Mais si la tension se met ailleurs, on pourra aller voir aussi un autre match et le suivre plus attentivement à ce moment-là. Sur nos chaînes 2 et 3, on aura les 2 matchs importants pour les playoffs 1, les Champions Playoffs d'Anderlecht avec le Saint-Tron-Anderlecht. Ouais. Et sur la 3e chaîne, le match, la petite finale là, entre le Standard et le Berscott qui est très pimenté pour les Europe Playoffs à ce niveau-là. Ça c'est pour la télé. Ça, c'est pour la télé. Après, voilà, Eleven Pro League, c'est sur toutes les plateformes, c'est l'approche 360. Et donc là, avec notre site, notre plateforme OTT, tous les matchs, tout simplement, sont visibles un par un. Donc voilà, si vous êtes supporter de OHL, si vous voulez absolument voir ce que Waasland fait contre OHL, si vous êtes supporter de Moucron, là sur un deuxième écran, vous pourrez aussi avoir sur un deuxième écran. Tout est disponible. On a bien compris qu'à mon avis, certains vont prendre la télé. Et gratuitement. Donc la télé, on peut prendre le smartphone aussi et on peut suivre comme cela simultanément toutes les rencontres. Merci pour les explications. Pat, on va regarder justement tous ces matchs qui initialement devaient se dérouler en même temps, mais on en a décalé 2. Charleroi-Eupen et Antwerp Genk, puisqu'il n'y a plus d'enjeu direct, bien sûr, même si Antwerp Genk aura de l'enjeu pour se positionner évidemment dans cette Champions Playoff. Et puis dimanche, alors là c'est la soirée de gala avec Standard Berscott notamment, on en a parlé, Club de Bruges Moucron, Courtrai-Malines, Louvain Waasland Beveren, Saint-Tron Anderlecht, Zulte Waregem la Gantoise et Ostende Cercle de Bruges. On ne va pas s'embêter. Je vous propose, avant d'accueillir Ugo Siquet, de commencer par les Champions Playoff. Alors, Anderlecht au Ostende, mais Anderlecht, on avait dit, s'ils réalisent à faire un 9 sur 9, ils seront pratiquement à coup sûr dans ces playoffs. Regardez le classement, 1 point, Pat, suffit au Sporting d'Anderlecht pour valider sa qualification. Ils ont, pour moi, fait le plus dur avec ce 6 sur 6 face à l'Antwerp et Bruges, les Anderlechtois. Je pense que, voilà, il y a 3 semaines, on aurait dit ça va quand même être très compliqué pour le Sporting d'Anderlecht, jeune équipe qui va affronter 2 membres du top 4. Boum, ils font le 6 sur 6. Ce serait quand même la catastrophe. Et dommage, avec ce qu'ils ont montré sur le 6 sur 6 récent, de se prendre les pieds dans le plat du fameux terrain de Saint-Tron. Voilà, on pense que Compagnie a trouvé son 11 de base voilà, dans le sprint final avec l'arrivée de Trebel qui me permet de mettre en avant les jeunes joueurs aussi. Donc voilà, ça se met en place au bon moment. Après, voilà, c'est une autre pression maintenant à gérer aussi pour les jeunes Anderlechtois, c'est celle de ne pas se planter à la dernière marche. Et ça, ils n'ont pas encore eu cette expérience-là non plus, donc attention. Oui, ce match contre le Club de Bruges, ce qui est aussi frappant, c'est que quand Bruges ouvre le score, on se dit là ça va devenir compliqué. Mais c'est peut-être aussi là que les mots vont grandir, c'est qu'ils ont réussi à inverser la situation et à gagner ce match. Voilà, à force de ne pas savoir renverser des situations, ce qui a été le cas très souvent depuis le début de la saison, de ne pas savoir marquer à un moment. Là ils ont réussi, ils ont trouvé le déclic. Il y a toujours une part un peu d'irrationnel aussi ou d'inexplicable, hein, mais voilà, ils ont réussi à le faire. Chapeau à eux, chapeau à Compagnie, et ça ne peut être que bon pour leur spirit avant
avant cette finale face à Saint-Tron. Ouais, c'est clair, ça va être très très chaud. Et justement, il y a Saint-Tron en face, qui a un petit peu des mobs. Pat aussi, est-ce que ça va jouer Saint-Tron qui est assuré d'être sauvé? On dit des mobs parce qu'on a vu ce que ça donnait dans le derby limbourgeois face à Genk. Ils n'y étaient pas du tout. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu à fond? C'est l'une des grandes questions. C'est la grande question. Il y a quand même un entraîneur qui est réputé motivateur, crieur, pour un peu le caricaturer du côté de Peter Maas. Donc il saura peut-être justement gonfler la motivation de ses joueurs. Il ne faut pas oublier aussi que pour ces joueurs-là, c'est une dernière occasion de briller avant un petit temps et de se montrer. Saint-Tron qui n'a pas de chance d'aller faire les playoffs 2. Donc il y a peut-être des joueurs en fin de contrat ou des joueurs qui veulent se mettre en évidence pour un éventuel transfert ou quoi. Voilà, avant un peu de disparaître. C'est quand même tôt ici, fin du mois, milieu du mois d'avril pour terminer la saison, donc il y a peut-être quelque chose à faire. On sait que ce match sera énormément regardé, donc ça peut influencer la motivation. Vous parlez des joueurs, des transferts. Il fut un temps cette saison où on parlait de Liberato Cacace, par exemple, du côté de la Juve, et donc c'est vrai qu'il y a des joueurs qui doivent encore marquer les esprits. Une petite statistique aussi par rapport à Anderlecht, qui n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs sur ce fameux synthétique. Est-ce que ça peut réellement avoir un impact dimanche ? Toujours, ça peut toujours avoir un impact. L'état du terrain, que ce soit un synthétique ou que ce soit un champ de patates, comme on en a vu beaucoup, ça peut avoir de l'influence. Je pense quand même que maintenant, le jeu anderlechtois à la compagnie, de nouveau en grossissant un peu le trait, peut-être s'en sortir mieux sur un synthétique que sur un champ de patates. On les a vus avoir des problèmes sur des terrains tout pourris aux alentours du mois de décembre, janvier, voire février. Ici, sur un synthétique où la technique peut quand même se mettre en évidence. Je pense à du Eladj, à du Verskaren, à du Sambi. C'est des joueurs qui normalement doivent maîtriser un terrain synthétique. Ouais, et s'ils se lâchent comme ils sont en train de le faire aussi, parfois en jouant à l'instinct, on a vu ce que ça pouvait donner. Et puis Sambi Lonkanga a dit que c'était aussi grâce à sa maman qu'il avait pris ses responsabilités. Toujours écouter sa maman. Anderlecht qui n'a donc plus gagné à Saint-Tron depuis 2016. Mais ils n'ont pas besoin de gagner, on le rappelle aussi, puisque un point suffira. Si jamais Anderlecht venait à être battu, il faudrait alors espérer qu'Ostende ne gagne pas, puisqu'Ostende a un nombre de victoires supérieur à Anderlecht, c'est le facteur déterminant, on le sait. Ostende qui pourrait être perturbé mais par la non-obtention de sa licence aussi, c'est l'une des informations. Pas de licence pour Moucron, pas de licence pour Ostende, qui vont tous les deux devoir aller en appel. Voilà, aller en appel donc. C'est rien de perdu non plus, surtout je pense que dans la situation d'Ostende, le groupe derrière, là c'est plus pour manque de clarté sur l'origine des fonds qui ont été mis en péril lors du premier passage. Là, je pense qu'en appel ça devrait passer. J'imagine que c'est le discours que les dirigeants d'Ostende vont tenir. Il y a quand même un projet derrière tout ça. Je pense qu'il faut juste le clarifier un peu et que ça ira. Mine de rien, on est un petit peu peut-être déçus qu'en fait on n'ait pas des playoffs à 6 cette saison, parce que ce qu'a montré Ostende footballistiquement depuis le début de la saison, avec les idées de Blessine, avec l'application par les joueurs des idées de Blessine, Ostende mériterait aussi très certainement d'aller jouer ces apothéoses là avec les grands. C'est pas encore fini pour eux, Voilà, ils n'ont pas leur sort entre leurs mains, mais voilà, c'est une équipe en tout cas qui a séduit beaucoup de monde, dont moi d'ailleurs depuis le début de la saison. Ce qui est fou, c'est que ces équipes-là, on en parlera avec le Standard tout à l'heure, c'était aussi le cas pour le Sporting d'Anderlecht, c'est quand elles doivent gagner, elles vont gagner parce qu'ils étaient très très mal embarqués, les côtiers au Berscott, en inscrivant finalement 2 buts dans les derniers instants. Ouais. Là aussi, on voit que mentalement, ils sont capables de faire la différence. Il y a force mentale, il y a surtout moi ce qui m'épate dans leur chef, c'est fraîcheur physique, parce qu'on sait que le jeu justement de blessing, de pressing, de contre-pressing, d'intensité, c'est l'équipe qui court le plus, qui fait le plus de tacles, qui va dans le plus de duels, si on regarde un peu les chiffres du côté d'Ostende. Et pourtant, là, ils ont renversé là en fin de match. Il y a d'autres matchs où ils tiraient un peu plus la langue, où ça s'est un peu retourné contre eux. Mais ici, là, voilà, et on est quand même en fin de saison, d'une saison si particulière sur le plan physique aussi. On a vu des équipes complètement s'écrouler, et sur le plan mental et sur le plan physique. Je pense au Sporting de Charleroi pour ne pas le citer, qu'au stand d'avoir tenu quand même une certaine régularité tout au long de la saison, et même une progression tout au long de la saison. Je trouve ça quand même remarquable. Et là aussi, des joueurs doivent continuer de se mettre en évidence. On sait qu'il y aura des départs. Il y a déjà eu de très belles offres pour certains joueurs, donc pour Arthur Théat notamment. Donc ceux-là ont envie de briller, et on sait que dans les Champions Playoffs, il y aura aussi, à mon avis, un peu plus de médiatisation que dans les Europes. Playoffs, ce sera face au Cercle de Bruges. On parlait pour Anderlecht de Saint-Tron qui était déjà sauvé. Le Cercle l'est aussi. Ouais. Alors, ça peut avoir une arme
à double tranchant, soit de se dire voilà, on termine en roue libre, soit de se dire on termine sans pression et ça peut justement être encore plus efficace. Ben voilà, et même réflexion que pour Saint-Tron, c'est bien la particularité du cercle de Bruges avec les joueurs prêtés par Monaco, d'autres prêtés par Chelsea, Alka Ugbo par exemple, qui a déjà annoncé qu'il ne voudrait pas rester au cercle, mais qui du coup doit se mettre en évidence pour soit de séduire son club d'appartenance ou se faire transférer. Voilà, là aussi c'est tous des joueurs qui doivent marquer des points individuellement et donc mettre ça au service du collectif pour le dernier match. Voilà, Van der Haag a aussi quand même réussi à construire quelque chose au niveau de l'esprit de groupe. Voilà, il est arrivé en mission commando, ils ont réussi. Autant continuer quand même et se faire plaisir jusqu'au dernier match. Oui, vous utilisez le terme mission commando, j'avais presque envie de lui remettre le titre de pompier de service par exemple, exactement. Parce qu'il arrive souvent dans des situations très compliquées. Ouais. C'est très bien que vous le mettiez en avant. Bon, c'est 4 victoires, 1 nul sur les 10 derniers matchs. Il a réussi son pari, ouais. Yves Van der Haag. Dans une situation qui était en plus hyper compliquée pour lui, il venait de se faire licencier de Courtrai où il n'y a rien qui tournait et où on ne l'aidait pas non plus du côté de Courtrai. On lui savonnait un peu la planche. Voilà, la remise en question personnelle et se remettre au travail si vite et bien de la part de Van der Haag, c'est chapeau. On verra aussi ce qui se passe avec Kylian Hazard, qui avait un petit peu disparu de la situation. Tout n'est pas encore très clair du côté du Cercle de Bruges. Ils vont pouvoir y travailler avec Monaco à leur côté pour la saison prochaine. On va peut-être aussi, Pat, passer à votre pronostic. Moi, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous voyez plutôt Anderlecht ou Ostende dans cette Champions Playoff ? Comme on en a parlé ici, je dirais quand même qu'Anderlecht doit et va faire le boulot. Et ils doivent prendre qu'un point, ce serait quand même dommage pour eux et très surprenant qu'ils n'y parviennent pas. On rappelle qu'il y aura toujours alors peut-être la possibilité pour Ostende d'aller chercher un ticket européen via les playoffs européens. Justement, on le note, Pat, et on accueille d'ici quelques instants Hugo Siquet. On va parler de cette fameuse bataille pour les Europe Playoffs. La bataille pour les Playoffs 2, comme on a eu l'habitude de les appeler, pour les Europe Playoffs, comme on va prendre maintenant le pli de les appeler. On va regarder aussi, Pat, ce classement. Qui sera dans le top 8 à l'issue de cette 34e journée de championnat. Ce sont les petites cases bleues, pour les repérer plus facilement. Mais on se rend compte qu'il y a finalement encore pas mal d'équipes qui peuvent y figurer. Beaucoup, ouais. Ce qui va vraiment nous donner une soirée là, à suivre dans cette lutte-là. Il faudra sortir les calculettes aussi à un moment. Voilà, il y a eu but là-bas, il y a but là. Qui passe au-dessus de qui avec les victoires à calculer et tout ça. Voilà, donc pas de projection immédiate. Je pense que voilà, toutes les équipes savent ce qu'elles doivent faire pour réaliser leur mission. C'est gagner. Ça va nous donner encore plus de matchs spectaculaires. Ça va être... voilà, on va avoir 2 finales de coupe en fait avec le Standard Beerschot et la Gantoise Zult. Et puis Malines face à un adversaire un peu plus démobilisé mais qui va tout donner aussi. Donc ça va être très sympa. Excitant pour nous, stressant pour les joueurs, les clubs, le membre du staff et les supporters à n'en point douter. Le Standard, on y vient, on va commencer par cette finale-là. Standard Beerschot, le Standard à la maison, qui a les cartes entre ses mains et qui reste surtout sur 2 victoires consécutives. Ça faisait, mine de rien, un petit temps que ce n'était plus arrivé. Ben voilà, c'est un peu ce qu'on disait pour les Anderlechtois, c'est la mise en route, le déclic au bon moment, là, vraiment dans la dernière ligne droite en mode sprinter. Évidemment, du côté du Standard, on regrettera peut-être il y a eu 2 passages à vide cette saison qui ont un peu duré, à la fin de l'ère Montagnier et au milieu du travail proposé par Mbailey, ce qui peut être aussi peut-être considéré comme normal. Quand un entraîneur arrive, il y a toujours d'abord l'effet psychologique, puis le travail qui doit se mettre en place. Donc voilà, à l'autopsie, on va dire, c'est normal. Et tant mieux que maintenant, ça commence à marcher. Il y a encore une dernière marche à franchir pour les Liégeois, mais sur ce qu'ils ont montré les 2 dernières semaines, là, au niveau de l'esprit, de l'efficacité, de la qualité de jeu, qualité individuelle ou collective, la voie semble bien tracée. Et on voit des joueurs qui retrouvent aussi le sourire. On voyait Jackson Muleka, on a vu vendredi dernier à Eupen un Selim Amala en mode patron. Il a été vraiment exceptionnel. Et puis Hugo Siquet n'a pas été mal non plus, ça tombe bien, il est avec nous. Salut Hugo. Bonjour, ça va ? Ben, ça va très très bien. Et vous, la pression, est-ce que vous la sentez là, dans cette dernière ligne droite pour aller chercher ce top 8 ? Bon, je pense pas qu'on la sent plus qu'à un autre moment dans la saison. On a un peu toujours la pression et on essaye de gérer un maximum, d'être focalisé pour pas trop penser à ça. Patrick, parlez de déclic. Vous restez sur 2 victoires consécutives. On a presque envie de dire au meilleur des moments. C'est ça la force des grandes équipes, c'est ça la force du Standard, de savoir réagir quand il le faut vraiment ? Oui, on va dire que c'est un peu notre force de réagir au caractère. Après, c'est dommage de devoir réagir, justement. Après, ouais, voilà, on réagit et on sait qu'on doit se rattraper. Et c'est dans des matchs comme ça que nous, on surpasse et on élève notre niveau de jeu.
Hugo, dites-nous un petit peu ce qui a changé. Quand Mbailey est arrivé, il y avait une série de victoires aussi où le Standard semblait un petit peu intouchable. Puis il y a eu une petite crise, on va l'appeler comme ça, et puis maintenant vous semblez une nouvelle fois complètement relancé. Comment vous expliquez-vous ces changements de situation et qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui le Standard est à nouveau sur les rails? Je pense que à l'arrivée d'Mbaye, il a mis en place un système et une philosophie de jeu. Et on était un peu... les personnes, on ne savait pas comment on allait jouer, les adversaires ne savaient pas un peu comment Mbaye allait nous faire jouer. Donc on a eu un peu l'effet de surprise. Après, voilà, je pense que les équipes ont un peu compris comment on jouait. On a eu un petit coup de mou aussi au niveau des joueurs, une période de down. Et maintenant, voilà, on essaye de chaque semaine se donner à fond, de se surpasser pour revenir, parce que c'est pas la place du Standard où on est actuellement. On a aussi une question d'un point de vue dispositif, Pat. On sait que le Standard, encore récemment, jouait plutôt dans un 4-3-3. Face à Eupen, c'était davantage un 4-4-2 avec un milieu de terrain qui a mis un petit peu de temps avant de rentrer dans le match, mais qui a été finalement assez explosif. Et on a vu beaucoup de spectacles aussi. Oui, on a vu du spectacle parce que je crois que Hugo le confirmera. Mbaye, voilà, il a quand même au fond de lui l'esprit Standard, l'esprit d'aller vers l'avant. C'est parfois utilisé à tort et à travers en matière de clichés. Mais là, voilà, je trouve qu'il y a une bonne symbiose qui est en train de se mettre en place avec ce système, que les joueurs rentrent tous dedans. Et au final, peu importe, je pense que c'est Hugo, voilà, Sassan me dira le contraire, mais peu importe le système, peu importe les consignes tactiques, c'est avant tout l'esprit et l'envie d'aller de l'avant et de se faire plaisir du côté des joueurs qui est sans doute le plus important, surtout dans une saison comme celle-ci. Hugo, le changement de dispositif, là, le 4-4-2 face à Eupen, c'était justement là aussi pour surprendre un peu les adversaires ou simplement parce que ce système-là convient mieux aux joueurs que Mbailey a à sa disposition? Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Le coach essaie de surprendre. On sait que tactiquement, il est au point, il est très fort. Et donc, on a une flexibilité tactique large, on va dire, sur le terrain. On s'est joué dans beaucoup de dispositions et on voit que les joueurs, malgré que on change quand même beaucoup, s'adaptent très vite et c'est une force de notre noyau. Donc voilà, il sait qu'on sait bien s'adapter, donc il essaie en fonction des équipes et en fonction des joueurs qu'il a à sa disposition de mettre en place la meilleure équipe sur le terrain. Alors quand on parle d'Mbailey, beaucoup disent « Ah oui, Mbailey, son arrivée coïncide aussi avec l'émergence d'un certain Hugo Siquet. Elle a été décisive pour vous aussi, cette rotation d'entraîneur. Ouais, ça a été, je pense que c'est un peu le tournant de mon début de carrière, c'est l'arrivée de Mbaye. J'avais eu un peu de temps de jeu avec l'ancien coach, mais il m'a pas fait entièrement confiance, on va dire, sur certains matchs. Donc voilà, le coach Mbaye est arrivé et il m'a parlé directement et il m'a mis en confiance et il fait ressortir le meilleur de moi-même et ça se voit sur le terrain. Donc ça a été un tournant, je le remercie de m'avoir relancé et voilà, maintenant j'essaie à chaque match lui rendre cette confiance qu'il a en moi et de donner le meilleur de moi-même. Alors là, il faut quand même que vous nous expliquiez, Hugo, il vous a dit quoi, Mbailey, pour que vous arriviez comme ça dès le premier match à ne pas ressentir cette pression et à jouer comme si vous étiez dans l'équipe depuis 20 ans? Justement, je pense qu'il m'a pas dit trop de choses. Je pense que voilà, il a vu mes matchs quand j'ai un peu joué avec Philippe Montagnier. Il savait que j'avais des qualités, que j'avais un potentiel et il m'avait très bien cerné même avant de me rencontrer. Et c'est justement le fait de me sentir en confiance et de me sentir soutenu par le coach qui m'a fait être libéré. Et c'est aussi un travail sur moi-même. J'essaie de ne pas trop me mettre la pression et de m'amuser un maximum. Et ça a payé. Hugo, en parlant de pression, moi je me posais la question ici, pour un jeune joueur qui a commencé sa carrière professionnelle en 2020, sans public, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que justement, il n'y a pas cette pression qui pourrait un peu inhiber les jeunes joueurs de se dire il y a 30 000 personnes qui me regardent, qui crient à Sclessin, c'est l'enfer, j'ai pas l'habitude. Ou est-ce que vous êtes plutôt du style de joueur, ça vous aurait encore plus motivé, gonflé? Ou est-ce que vous, en fait, vous ne savez pas parce que il faut le vivre pour vraiment savoir répondre à cette question? Au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, ouais, sûrement que le fait que je commence en public, ce serait peut-être mieux pour moi. Après, moi, je me connais et je pense que le fait qu'il y ait du public, ça m'aurait boosté et ça m'aurait encore fait mieux me sentir, je pense. Parce que voilà, j'ai déjà vécu l'enfer de Sclessin, on va dire, dans le stade et sur le terrain. Je pense que si déjà dans la tribune, ça te booste, je pense que sur le terrain, ça doit te faire ressortir le meilleur de toi-même.
Donc moi, j'aurais préféré que le public soit là. Hugo, vous parliez de l'enfer de Sclessin. On souhaite évidemment que vous puissiez le vivre au plus vite. Mais c'est quoi votre souvenir de gosse? Peut-être que vous êtes allé aussi avec vos parents, avec des amis, au stade. Votre meilleur souvenir dans ce stade? Je pense que les meilleurs souvenirs, c'est surtout les classicos. Je pense que dans ce match-là, il y a une ambiance, il y a une atmosphère autour du stade pendant l'échauffement et pendant le match qui est extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs, et quand t'es gosse, c'est le paradis de vivre des matchs comme ça et des ambiances comme ça. Et c'est vraiment ces matchs-là qui, quand t'es jeune, ben, ça te marque et ça te donne encore plus envie de jouer des matchs devant les supporters. Quand on sonde un petit peu justement ces fameux supporters, que l'on parle de vous, ils nous disent Hugo Siquet en un mot. Hugo Siquet, c'est l'esprit standard, même s'il y a plusieurs mots. Esprit standard. Hugo, c'est quoi l'esprit standard si vous deviez aujourd'hui donner une définition? Il y a beaucoup de mots qui peuvent aller regrouper l'esprit standard. Je pense que l'esprit standard, c'est tout donner. C'est sur chaque ballon se donner un maximum, rentrer dans les duels, et c'est vraiment donner sa vie pour le club. C'est pour ça qu'on dit esprit standard, c'est aussi pour le club. Je pense que c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'on a cet esprit-là, et ça se voit sur le terrain quand voilà, on donne tout notre maximum et on est fier de représenter le standard. Et c'est là qu'on sent, Pat, que ça fonctionne bien entre un Hugo Siquet notamment et un Mbailey, parce que les deux, et ce ne sont pas les seuls, ont cet esprit standard qu'il vient de nous définir. Oui, toujours une question d'ADN, mais on le sent même là dans les propos d'Hugo en ce moment, que c'est, voilà, il a installé devant une photo de Sclessin, mais que c'est en lui et que c'est naturel en fait. Il force même pas. On sait bien que parfois il y a des joueurs qui arrivent dans un club ou quoi, qui force un petit peu l'histoire d'amour. Là, il n'y a même pas besoin, c'est tellement naturel, c'est beau à voir. On va parler un petit peu des prestations sportives aussi, Hugo. Vous arrivez dans l'équipe, on le disait, vous ne ressentez pas la pression, et puis vous commencez à distiller des caviars. Oui, c'était un peu, comme je l'ai déjà dit, ma marque de fabrique, c'est de faire des nombreux assists en étant jeune, et j'essaie de reproduire ça chez les pros, même si c'est beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Et je sais que j'ai une bonne qualité de centre, de passe, et j'essaie de l'utiliser un maximum, et d'essayer aussi de comprendre les attaquants pour voir où je dois la mettre, à quel moment, à quel endroit. Même si j'ai une bonne qualité de centre, je dois encore beaucoup m'améliorer là-dedans, essayer de varier. Et j'essaie de travailler ça chaque jour pour m'améliorer de plus en plus. Vous êtes un fervent des stats, Hugo. Vous savez à combien vous en êtes d'assists, etc. Vous regardez ces données-là? Oui, je regarde. Après, voilà, c'est pas mon objectif, c'est pas de faire le plus d'assists possible. Le principal, c'est que l'équipe gagne. Si je fais pas d'assists, mais que l'équipe gagne, je me sens bien. Donc, on va dire que les assists, c'est un plus. Moi, quand je fais un assist, c'est un peu comme je marque un goal. Ça me fait plaisir de donner une passe et de donner un goal à mon équipe et aux joueurs auxquels je fais la passe. Et donc c'est un plaisir, c'est un plus. Après voilà, c'est pas le plus important pour moi pour le moment. On a quand même une petite statistique, Pat. Hugo Siquet est le 4e défenseur de notre championnat qui a donné le plus d'assists, mais le meilleur en termes de ratio, parce que c'est sur 15 matchs. C'est assez exceptionnel quand même. Oui, c'est pas mal du tout. J'entendais la volonté d'encore travailler, d'améliorer certaines choses. Il y a d'autres secteurs du jeu que vous sentez capable d'améliorer, où vous voulez vraiment travailler. Il y a un endroit du jeu où vous dites là c'est vraiment là que je dois travailler. Je me sens capable d'améliorer tous mes aspects. Je pense que on n'est pas personne n'est un joueur complet. Il faut toujours chercher à s'améliorer pour devenir meilleur. Je pense on m'a souvent dit que mes points plus négatifs, on va dire, c'était l'aspect défensif, et j'essaie de le travailler. Même si pendant le match ça se voit pas trop, on voit plus le jeu offensif. J'essaie d'améliorer mon positionnement, mais 1 contre 1, et de varier aussi mon jeu, de pas tout le temps aller devant, et de rester un peu derrière et d'observer et de prendre de l'expérience. Et je sens que je m'améliore, et j'aime ça. Donc c'est un peu un travail de l'ombre, on va dire, parce qu'on ne le voit pas beaucoup, mais défensivement, c'est sûr que j'essaye de par mon positionnement de m'améliorer et d'aider encore plus l'équipe. Hugo, si vous devez encore justement avoir ces petits réflexes défensifs, c'est parce que certains ne le savent peut-être pas, mais vous avez joué à tous les postes en fait dans les équipes d'âge, et notamment attaquant. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui vous vous êtes retrouvé arrière droit? C'était votre rêve ou pas? C'était mon rêve, non. Je pense que quand j'étais plus jeune, je m'en foutais un peu d'où je jouais. J'aimais bien juste jouer.
Et ouais, j'ai fait un peu tous les postes. Je suis arrivé ici en tant qu'attaquant quand j'avais peut-être 8 ans. Et plus les années passaient, plus je descendais un peu sur le terrain. J'ai joué attaquant, puis je suis passé un peu milieu de terrain. Puis voilà, il y avait des joueurs. J'étais un peu plus costaud que les autres quand j'étais plus jeune, donc on me mettait plus sur les attaquants, on me mettait défenseur central. Puis dès qu'on est arrivé sur le grand terrain, je suis passé défenseur central. Puis voilà, les aléas de la vie ont fait qu'il y avait pas de place pour moi à certaines postes, donc on m'a mis un peu sur le flanc et je m'en suis bien débrouillé, je me suis amélioré et j'ai montré mes qualités à ce poste-là. Et c'est à partir de U18, je pense que j'ai commencé à enchaîner les matchs à ce poste-là et je ne l'ai plus jamais quitté. Vous avez 18 ans, vous venez de nous le dire, vous reculez. Est-ce qu'il faut prévenir Arnaud Bodard qu'il y a un risque que vous terminiez dans le but ou pas? Non, je pense que le goal, c'est le seul poste que j'ai jamais fait et que je ferai jamais, je pense. Je suis plus fort avec les pieds qu'avec les mains, moi. Même si jamais Bodard est exclu, est-ce que c'est vers vous qu'on viendrait alors plutôt pour aller dans le but? Non. Ah, peut-être, ça je sais pas, mais je pense pas que ça soit la première proposition. Un petit mot justement sur cette position d'arrière droit. Est-ce que du coup, votre vision du football mondial a également peut-être un petit peu évolué? Est-ce que vous regardez davantage ces joueurs-là? Et si oui, est-ce que vous avez un modèle à ce poste? Oui, bien sûr, je regarde les joueurs qui jouent à mon poste, parce que j'essaie de prendre aussi ce que les autres font et de le ramener à moi et d'essayer de faire la même chose et de m'inspirer de ces joueurs-là. Je pense que le poste d'arrière droit évolue de plus en plus dans le football, et avant il était, on va dire, inutile, on mettait les joueurs à qui il n'y avait pas de poste à ce poste-là. Et maintenant, on voit dans les équipes que les arrière droits sont de plus en plus importants et sont limite même considérés comme des attaquants, puisque c'est souvent des backs très offensifs dans le football moderne. Et donc ouais, j'ai des exemples, des joueurs duquel je m'inspire. Je pense que Alexander Arnold, il a un peu le même profil que moi, dans le sens il aime bien apporter offensivement, il a une bonne qualité de passe, une bonne qualité de centre, et c'est des joueurs que j'essaie de regarder un maximum et de m'inspirer pour moi essayer de reproduire après sur le terrain certaines choses qu'ils font. En fait, c'est une corrélation qui vous parle quand on parle de Trent Alexander-Arnold notamment. Oui, parce que je suis un peu fan de Liverpool, et en plus, Trent Alexander-Arnold, c'est l'enfant du club aussi, voilà. Comme Hugo, donc je crois que la comparaison, elle est toute trouvée. Il joue arrière, lui, dans une défense à 4. Hugo, vous préférez plutôt faire le piston sur tout le flanc avec 3 centraux qui vous couvrent, ou être arrière droit dans une défense à 4? Je pense que ça peu m'importe, on va dire. Je pense que peu importe si on joue à 4 ou à 3, j'ai un peu le même rôle. Parce que quand on joue à 4, voilà, je dois faire un peu plus attention défensivement. Et quand on joue à 3, même si j'ai plus de monde qui me couvre, je dois quand même rester très attentif et reprendre ma place. Après, voilà, moi, quand on joue à 4 ou qu'on joue à 3, j'essaie de pistonner un maximum et d'apporter le plus possible. Donc, peu importe le système, mon jeu ne change pas vraiment. Roberto Martinez, vous avez déjà eu un petit coup de fil, vous n'avez pas encore été appelé avec les Diables, beaucoup disent que ça ne saurait tarder. Vous vous inquiétez pas avec ça pour le moment, ou il y a déjà eu des contacts? Non, pas du tout, il n'y a pas eu de contact, et j'essaye de pas trop penser à ça maintenant. Je pense que c'est tôt, et c'est pas mon objectif principal, c'est pas pour le moment, c'est pas d'atteindre l'équipe nationale. Je pense que voilà, j'ai été repris en 21. Et c'est une bonne chose d'être repris en équipe nationale. Après, les Diables Rouges, c'est un tout autre niveau. C'est la première nation au monde. Donc, j'essaie de me focaliser sur la fin de saison avec le Standard, sur la Coupe, et de voir après, dans les années qui suivent, où le vent me mènera. On va regarder une nouvelle fois cette photo qui est déjà apparue, mais on a envie de vous la remontrer pour vous faire réagir là-dessus. C'est cette fameuse génération 2002, Hugo avec Léa Etelage qui sont là, avec Cana, avec Sardella, avec Van de Voort, également avec Jérémy Doku, et également qui est présent. On a beaucoup parlé de génération dorée pour la génération actuelle. Est-ce que la suivante ne serait pas tout aussi belle ? Oui, on peut dire ça. On va dire que les 2002, on avait une bonne génération dans les jeunes. Après, voilà, il y a une différence entre avoir une bonne génération en jeunes et une bonne génération en pro. C'est une adaptation différente, c'est un jeu différent, et c'est vraiment pas facile de faire ressortir notre génération chez les pros, parce que c'est un tout autre monde. Donc, je nous souhaite à notre génération de réussir comme la génération actuelle et de faire de belles choses comme eux. Après, voilà, c'est pas un travail facile, et il faut voir dans l'avenir si
si on arrivera justement à faire ressortir ce potentiel qu'il y avait dans notre génération. On parle des 2002, il y a les 2001 aussi, on s'en souvient. Il y a River Scaren notamment dans cette équipe-là. Ils ont été à l'Euro il n'y a pas très longtemps avec votre parrain. Hugo, c'était évidemment Thierry Siquet, ancien du Standard de Charleroi et de la Louvière, pour aussi remettre un petit peu dans le contexte les Siquet dans le football. Mais ce n'est pas juste Hugo, il y a évidemment Thierry aussi, et on vous en parle souvent. Oui, c'est clair que quand je débutais et que j'arrivais dans le monde pro, on avait un peu la référence de mon parrain quand on parlait de Siquet. Et voilà, je suis fier d'avoir un parrain qui ait fait une si belle carrière et j'essaye de communiquer le plus possible avec lui pour qu'il me conseille, qu'il me donne son expérience. Et il y arrive très bien, il me parle beaucoup et il me donne de très bons conseils qui m'aident à avancer. À mon avis, il doit être fier aussi d'avoir un filleul comme vous. On va terminer avec un tout petit quiz, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, Hugo. Si vous pouviez jouer à un autre poste carrière droit aujourd'hui, vous choisiriez lequel ? Arrière gauche. Arrière gauche, ah oui, pas mal. Donc vous avez vraiment envie de rester derrière ? Ouais, j'aime bien. Je pense que c'est un poste qui me correspond, qui me colle pas à la peau. Et je pense que j'ai déjà joué aussi arrière gauche chez les jeunes et j'ai pas trop de problèmes quand je joue là-bas. Donc je pense que le poste d'arrière gauche, si je devais choisir un autre, ce serait celui-là. Très bien. Aussi à l'aise du droit que du gauche, justement ? Peut-être pas aussi à l'aise, mais pas dire que je me débrouille du pied gauche aussi. Bientôt des assists du gauche, alors pour l'instant c'est exclusivement du droit. On verra, j'espère. Allez, une dernière petite question. Si vous pouviez récupérer un joueur de l'histoire du Standard, toute génération confondue, pour pouvoir le reprendre, le remettre un petit peu à niveau et jouer avec vous, ce serait qui ? De l'histoire du Standard, moi, je ne vais pas aller chercher bien loin. Je pense que je prendrais Axel Witsel. C'est un joueur qui, quand j'étais jeune, m'inspirait beaucoup. J'aimais bien sa façon d'être, sa manière de jouer, même s'il ne jouait pas forcément au même poste que moi. Et j'ai toujours bien aimé ce joueur, même maintenant je le suis et je l'aime vraiment bien. Mes proches savent que Axel avait une grosse place dans mon cœur quand j'étais plus jeune. Donc jouer avec lui, ce serait un peu réaliser un rêve de gosse. Grande place dans le cœur et sur les murs, vous aviez des posters ? Bien sûr, j'en avais à mon avis 3-4 de lui et aussi d'autres joueurs. Il le sait ça ? Ouf, je pense pas que Axel s'intéresse à ma vie pour le moment, on va dire. Pour le moment, ben oui, exactement, pour le moment. Peut-être une dernière petite interaction aussi avec Hugo avant de le laisser filer, parce que là, c'est vrai que le temps file, on le garderait bien toute la soirée, en fait. Oui, non, écoute, qui continue comme ça c'est une certitude, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, parce que je crois que l'exercice de l'interview était parfaitement réussi brillamment. Et voilà, on sait bien que nous, Axel, par certains moyens, il regarde souvent nos canaux internationaux de Eleven Sport, donc on essaiera de lui faire des petits messages la prochaine fois. Une petite réaction aussi à ceci, voir si maintenant il a envie de mettre dans la chambre de ses filles, qui sait, les posters d'Hugo Siquet. C'est toujours possible également. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Au revoir. Que tout se passe bien. À très vite. Vous revenez bien sûr quand vous voulez. Le Standard qui jouera donc contre le Berscott. Ce sera la première finale. Pat, on va parler de la deuxième finale si vous le voulez bien aussi, entre la Gantoise et Zulte Waregem. Ça va être chaud, mais c'est quand même complètement dingue de se dire que la Gantoise, s'ils gagnent, sont dans les Europe Playoffs après une saison catastrophique. Ouais. Et en fait, on pourrait faire la réflexion pour Zulte aussi, sauf qu'ils ont mis le train en route il y a quelques semaines. Mais si on avait regardé le classement en novembre, on s'est dit, OK, ces deux équipes-là, c'est fini, merci, au revoir, plus rien à jouer. Non, c'est cool, en fait. C'est l'histoire de cette saison-ci, où tout est possible, où il suffit de faire une toute petite série positive pour finalement recoller au train. Certains diront que c'est du nivellement par le bas. On tirera les conclusions de cette saison-ci, je l'ai déjà beaucoup répété sur ce canapé, mais qui est tellement particulière à beaucoup de niveaux. Je ne pense pas qu'il faudra tirer des conclusions vraiment très, très poussées, à part se dire c'était une saison de folie dans des conditions de folie, avec des équipes touchées par un virus, sans public, avec tout ce qu'on sait. Donc voilà, Van Azebroek a aussi pris le navire en cours de route, n'a pas su construire l'équipe, a dû faire des choix, a dû se heurter à des crises d'ego de certains joueurs, etc., ou a dû en calmer d'autres. Au final, il fait le boulot. Et en fait, toutes ces équipes qui commencent à monter comme le Standard, comme la Gantoise, Anderlecht qui est déjà un cran plus haut, vivement aussi la saison prochaine, si le travail continue. Là, ça va être une lutte folle pour les Champions Playoffs.
Et ces playoffs-là pourraient peut-être sourire à De Bruyne aussi, que l'on a vu marquer ce but contre Charleroi. Il a une histoire assez incroyable aussi, après une très très longue blessure, revenir comme cela et pouvoir marquer. Ça fait aussi partie des belles histoires finalement de notre championnat, marquer pour son premier match. Voilà, c'est aussi les histoires que l'on aime pouvoir raconter sur Eleven Pro League. Et Van Azebroek, j'aimerais vous entendre là-dessus. Pat qui a récemment déclaré que quoi qu'il arrive à Gand, il va falloir rajeunir absolument les cadres. C'est un petit coup de gueule qu'il avait poussé. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Vous avez senti que voilà, si c'était une équipe un petit peu vieillissante et qui n'arrivait pas à prendre ses responsabilités? Je pense qu'il y a de ça. Et puis, Hein Van Azebroek, ça reste quelqu'un qui construit. Et qui, à mon avis, veut aussi mettre les joueurs dans son moule. Et voilà, et donc c'est encore plus facile avec des jeunes qu'avec des joueurs expérimentés qui ont déjà vécu, qui arrivent, qui ont leur ego, comme je le disais, leur mot à dire. Donc voilà, s'il veut s'inscrire dans la durée de Gand, repartir sur un projet plus jeune, à l'image de ce que fait le Standard, de ce que fait Anderlecht, de ce que beaucoup de clubs aussi, vu les circonstances financières actuelles de notre championnat, vont devoir faire, autant qu'ils le disent maintenant, et que lui, voilà, se mette dedans en disant, voilà, il faut faire avec les jeunes, je suis là pour ça. Ce sera Gand-Zulte Waregem-Zulte qui a la deuxième pire défense de la compétition. 62 buts encaissés, c'est 69 pour Waasland Beveren. Ça donne aussi un petit peu le change. Et puis il y a toujours ce match dans le match avec Gianni Bruno. 19 buts cette saison. Il en a encore marqué 2 contre Malines. Il est qu'à 2 petits buts d'un certain Henry qui a peut-être, s'ils ne sont pas dans les playoffs, les louvanistes, ne plus jouer. Et donc les écarts vont pouvoir peut-être se résorber. La suite, Pat, mais oui, on a parlé du top 4, du top 8. Évidemment, on va parler de la relégation. Qui va descendre? Qui sera barragiste? Moucron ou Waasland Beveren? On regarde le classement, Pat, pour avoir une claire idée aussi de ce qui nous attend dans cette 34e journée de championnat. Bon, c'est très simple. Si Moucron prend 1 point, Moucron est assuré d'être barragiste. Si Moucron est battu et que Waasland gagne, eh bien c'est Waasland qui sera barragiste, car un nombre de victoires supérieur aux Moucronois. Moucron qui a clairement joué avec son bonheur. C'était lundi face à l'Antwerp. Lundi face à l'Antwerp et toutes ces dernières semaines, en fait, avec le nombre de points perdus en fin de match. À Charleroi, il y avait eu contre Waasland aussi, contre Ostend, Anderlecht. Voilà, ça fait trop à un moment, et donc on se retrouve avec... en fait, ils ont besoin qu'un point et ils n'ont pas réussi à le prendre, donc on ne va pas réécrire l'histoire pour eux, mais c'est dommage. Et le match de lundi, ça ne fait que confirmer, c'est symptomatique. Il y a la supériorité numérique, il y a le but à un moment, il y a la pression, on se dit ça va aller, et puis pour finir, ça ne va pas. Et petit truc en plus qui vient tout... encore plus gâcher la situation, c'est la suspension de Dacosta. Je pense, pour un jaune complètement évitable pour le dernier match à Bruges, donc ça va déjà pas être facile. Sans lui, ça va être très compliqué d'aller chercher ce point. Je pense qu'il faudra surtout aller sur la tablette et regarder les applications Eleven pour voir comment ça se passe du côté de Waasland, du côté de Moucron. C'est évidemment parce que je leur souhaite qu'ils s'en sortent, que ça aille. Mais avec 9 bien points pour eux, mais à Bruges, qui reste sur des faux pas et qui a envie de remettre un coup avant les Champions Playoffs, bonne avec chance. 9 points de plus, Moucron ne serait pas dans cette situation-là. Et puis c'est vrai, vous parliez de la suspension de Dacosta, ce n'est même pas pour une faute. Il a tout simplement dégagé le ballon aussi. Et quand on sait que Simao avait trouvé ce nouveau dispositif avec enfin, diront certains, le retour d'Arbaoui, il faudra peut-être aller chercher Bison Gnoéré, qu'on a ressorti des cartons lundi soir aussi. Il y a parfois une gestion de groupe qui a été un petit peu délicate aussi dans la saison de Moucron, avec un Van Durmen qu'on n'a jamais considéré pratiquement, qu'on a dû faire rejouer ce week-end, lundi dernier. Et donc forcément, à un moment donné, quand les gars ne jouent pas depuis plusieurs semaines, on ne peut pas leur demander d'être la solution miracle. Kouirainen Mohamed aussi du côté de Charleroi. Donc voilà, après l'entraîneur connaît son noyau, connaît ses possibilités. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, sans avoir pleine connaissance des données, il y a pas mal de choses qui étonnent. Bon, et le côté extrasportif, on en a parlé tout à l'heure, c'est la licence. Il y avait un petit peu, évidemment, c'était un petit peu dans l'air aussi. Apparemment, les garanties financières n'étaient pas apportées. On parlerait de 700 000 € apportés, or qu'il faudrait plus de 6 millions d'euros. Là, c'est aussi une situation un petit peu compliquée. Mais d'abord, le maintien sportif, avant d'essayer le maintien extrasportif. Moucron ira en appel, ils l'ont d'ailleurs déclaré. Par contre, Virton sera de retour aussi. C'est fou, on fait une petite aparté, mais la licence Virton l'a obtenue. Et donc, retour en division 1B.
c'est le championnat belge et le football belge est fou. Voilà, sans passer par la case départ. Je ne sais pas comment ça marche, notre Footopoly. C'est comme ça, on s'adapte, on suit. Il y a, comme vous disiez, un championnat du terrain et puis un championnat des tribunaux. On verra encore. On a vu la saison passée ce qui s'est passé. Où, je crois que c'est 10 jours avant le début de la compétition. On va rajouter des équipes, etc. Derrière, le spectateur s'adapte, les diffuseurs s'adaptent parce que c'est tout un travail aussi. Les journalistes s'adaptent. Et puis voilà, moi je suis plutôt partie des gens qui aiment bien juste regarder ce qui se passe sur un terrain et prendre de l'émotion avec les gestes de foot et les gestes de rectangle plutôt que les plaidoiries d'avocats. Mais je peux comprendre aussi, vu l'implication financière, vu l'implication humaine aussi dans un certain club, qu'on essaie chaque fois de défendre sa position au plus haut niveau avec tous les moyens du bord. C'est comme ça, mais voilà, là on a encore du foot, on regardera peut-être ça, ce sera peut-être pendant l'Euro où j'en sais rien que les décisions tomberont et on fera ah oui, les Diables ont gagné, mais du coup la D1 elle va jouer à 17 moins 1, on verra. Absolument. Vous parlez des tribunaux, une information importante, si Waasland Beveren termine dernier, il ne pourra pas aller attaquer Moucron sur la licence. Ça, c'est aussi très clair dans le règlement. Donc voilà, certains qui disent déjà les mauvaises langues, et peut-être à raison aussi, que Waasland Beveren de toute façon attaquera Moucron. S'il termine dernier, ce ne sera pas possible. Waasland qui a joué avec son bonheur aussi dans cette rencontre perdue à domicile face à Courtrai, 3-4. Ouais. C'était de la folie. Pat, on va récapituler aussi, si vous le voulez avec bien, plaisir. Tout ce qui nous attend dimanche avec évidemment la possibilité de tout suivre. Dimanche, mais aussi samedi avec Charleroi-Eupen. Ce sera peut-être la dernière de Karim Belhosseine aussi pour Charleroi. Oui, ce sera peut-être. Peut-être, j'ai dit peut-être. On ne va pas s'avancer non plus. Peut-être qu'il fera toujours partie du projet Carolo la saison prochaine. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et puis voilà, le programme, vous l'avez. Ouais. Bien sûr, avec les finales pour les Europe Playoffs, Anderlecht, Ostende, dans la Champions Playoffs. Ça va être bien. Avec prise d'antenne une heure avant. Dès 17h, nous, on sera en direct sur les 3 chaînes d'Eleven avec le studio Box to Box présenté par Vincenzo Ciurro et Swan Borsellino qui feront déjà un tour des stades. Ils iront prendre la température un petit peu partout. Donc voilà. Pareil qu'il va faire chaud. Ça, c'est sûr. En termes de prise de température, ça va être bouillant, même dimanche. On a hâte. De nouveau, il va manquer un ingrédient pour cette dernière journée, c'est les supporters. De nouveau, c'est cliché, on est obligé de le dire. Mais avec tous les matchs en jeu qu'il y aura, cette petite dimension, elle va quand même encore clairement manquer. Mais justement, on met tout ça en place pour qu'ils puissent aussi profiter à la maison. On vous souhaite un excellent dimanche, d'ores et déjà, aux supporters Carolo et autres le samedi également. Merci de nous avoir suivis ce soir. Merci, Pat. Avec un grand plaisir. Et à dimanche. À dimanche. Ça va être chaud. Et on aime ça. La dernière journée, c'est dimanche, bien sûr, en intégralité et en exclusivité sur Eleven Pro League. Ciao, ciao.